Chères téléspectatrices et téléspectateurs, bonsoir et bienvenue à votre émission hebdomadaire Politis. Ce soir, je reçois comme invité M. Laïdji Traoré, secrétaire général de l'Alliance populaire progressiste APP, et fidèle compagnon du président M. Ould Belkher. N'est-ce pas, Monsieur le Président? Merci beaucoup. Merci. Merci à vous d'être venu. Tout d'abord, M. Laïdji Traoré, secrétaire général de l'Alliance populaire progressiste. Bien sûr, c'est à ce titre que vous êtes l'invité de cette émission ce soir. Pour commencer, quelle analyse faites-vous de la situation politique qui prévaut actuellement en Mauritanie? Monsieur Sid Ahmed, je vous remercie d'abord au nom du président M. Ould Belkher qui est très loin. Il est à Brat Ketan. Espérons qu'il y ait un bon santé. Du côté d'Amour, en vacances, parce que c'est la période des vacances d'hivernage. C'est un homme qui aime bien la nature, qui aime bien l'élevage et l'agriculture. Je vous remercie au nom du parti APP. Merci à vous. De l'ensemble de ses militants, jeunes, moins jeunes, femmes, etc., qui sont actuellement en période de préparation de leur congrès. Leur deuxième congrès ordinaire depuis l'unification de Action pour le changement et de APP. Comme vous savez, notre parti vient de loin. Monsieur le Président M. Ould Belkher et moi-même, nous sommes les membres fondateurs, si vous voulez, du FNUC, le Front uni de l'opposition démocratique pour le changement. Nous avons été emprisonnés, nous avons fondé ensemble l'UFD, avec d'autres collègues, bien sûr. Vous connaissez l'histoire de l'opposition, peut-être qu'on y viendra peut-être plus longuement. Et puis après beaucoup de péripéties, nous avons créé un parti qui s'appelle Action pour le changement, qui a été dissous en 2001. Et nous avons tout fait pour essayer de recréer un autre parti. Et on a tenté de créer un parti qui s'appelle, en réalité, qui n'a pas vu le jour, mais qui avait été soutenu par beaucoup de personnalités, etc. Et ce parti n'a jamais vu le jour parce qu'on nous a accusés, et c'est très facile, de reconstituer une association dissoute. Par conséquent, nous sommes restés quelques années et nous avons, avec les amis de l'opposition démocratique, vu quel parti était le plus proche de nous, avec qui nous pouvions, collaborer et même fusionner. Et c'est ainsi qu'en 2003, nous avons fait le congrès de fusion de l'ancien Action pour le changement dans le parti Alliance populaire progressiste APP. Donc voilà un peu brièvement l'historique de notre parti. Je pense qu'on y reviendra plus longuement. Alors, maintenant, revenons un peu à ma question. Quelle analyse faites-vous de la situation politique dans notre pays, actuellement, bien sûr? Vous savez, c'est une question compliquée. La Mauritanie a traversé un processus assez sinueux, assez compliqué, en démocratie, depuis, en réalité, l'adoption de la première constitution de Mauritanie en 1991, jusqu'à cette date. En réalité, nous avons connu une démocratie très chaotique, avec des divisions d'abord des partis politiques eux-mêmes, des scissions, mais aussi même avec des coups d'État militaires qui nous ramènent en arrière. Et cette situation qui prévaut actuellement est le résultat de tout un passé qui n'est pas facile dans une émission comme celle-là à analyser, mais qui marque jusqu'à présent cette situation. Pourquoi? Parce que beaucoup de problèmes de fond, des problèmes de démocratie, problèmes d'état de droit, des problèmes d'unité nationale, la solution des problèmes, disons, fondamentaux les plus brûlants de ce pays, l'éradication de l'esclavage. Voilà des questions qui n'ont pas été réglées et qui restent en suspens, qui restent dans l'actualité politique
et que plus ou moins l'ensemble des partis politiques essayent par des biais divers de les aborder. En tout cas, nous, à APP, nous avons un programme de fond qui prend d'abord, au fond, la mise en place d'un véritable système démocratique avec des institutions démocratiques qui fonctionnent comme telles, mais aussi qui ne se contentent pas de rester, disons, à la superficie, qui va au fond des choses, qui vont aller au fond des choses pour aller au véritable changement de ce pays, pour les mettre sur les rails du XXIe siècle, qui exige la démocratie réelle, la justice, l'égalité des chances et bien sûr l'éradication de phénomènes extrêmement honteux comme l'esclavage, parce que nous sommes jusqu'à présent un des rares pays au monde, aux Nations Unies, où encore on parle de l'esclavage de manière ouverte, parce que c'est indéniable. Donc voilà, les problèmes sont là. Le problème d'unité nationale, je veux dire, le problème de la cohabitation des communautés négro-africaines et de la communauté arabe, d'une manière générale. Bon, mais vous savez, les problèmes ne sont pas aussi simples. Oui, mais je reviens un peu. Y a-t-il un problème entre ces communautés vivant dans ce pays? Vous savez, vous me posez une question qui ne m'embarrasse pas. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde en parle. Problème de la cohabitation. Vous savez, le colon a découpé l'Afrique de manière arbitraire et a mis ensemble un certain nombre de communautés pour faire une entité qui est devenue coloniale, qui est devenue une entité étatique. La Mauritanie, donc, qui va du fleuve Sénégal, donc du Fouta, du Guidimaka, du Galab, jusqu'au Sahara. Comme vous savez, les deux Hodes ont été rattachés à la Mauritanie même un peu tard. Mais ce n'est pas ça le fond du problème. Le fond du problème, c'est que il faut reconnaître les droits fondamentaux de l'ensemble de ces communautés qui ont une histoire commune, une longue histoire commune, depuis les temps de l'Emtouna, des Gandala, depuis l'Empire du Ghana et d'Aouda Ghost, depuis le royaume du Tekrou, avec l'ensemble de ces communautés berbères et arabes. Ils ont cohabité, ils ont échangé, depuis Ouadane jusqu'à Tichit, depuis Walata jusqu'à Modibougou, pour ne pas parler de l'autre localité que vous connaissez, Bassikoulou, etc., etc. Parce que, au fond, d'abord, la Mauritanie, c'est le résultat de ce découpage colonial arbitraire, un peu, mais qui a quand même découpé des communautés qui étaient déjà ensemble, qui ont cohabité, qui ont échangé, qui se sont métissées. Parce qu'une des données fondamentales de ce pays, quand on vous regarde et comme on regarde, la Mauritanie, c'est d'abord un pays fondamentalement métis. Oui. Comme dit l'autre, la Mauritanie, c'est un pays de passage, un pays de rencontre, un pays d'échange, un pays de métissage. Et depuis longtemps. Donc, le fond du problème de notre parti, c'est de faire en sorte que ces communautés qui se sont connues depuis longtemps vivent dans un État juste, dans un État qui respecte les droits de tous en chacun et qui donne l'égalité des chances à tout le monde et qui supprime aussi l'État historique qui existe même dans la communauté arabe, mais qui existe aussi d'une certaine manière dans les communautés négro-africaines, à savoir l'esclavage. Excusez-moi, monsieur Ladji. Oui. Monsieur Ladji, ce problème de mauvaise cohabitation, ce n'est que dans les esprits des politiques. La population et les populations convivent ensemble. Il n'y a aucun problème. Le problème existe seulement dans les esprits des politiques de ce pays. Je vous remercie. Depuis le temps colonial, il s'est quand même ajouté à tout ça, à cette cohabitation générale, historique, très harmonieuse parfois, très conflictuelle aussi parfois. Curieusement, certaines tribus arabes étaient liées à des communautés négro-africaines contre d'autres tribus, berbères ou arabes, et ainsi de suite, et inversement. Mais il y a eu le phénomène de l'État colonial. L'État colonial déjà a administré de manière différente le nord
et le sud de la Mauritanie, sur le plan scolaire, sur le plan administratif, sur le plan militaire, etc., etc. Je n'entre pas dans ces institutions et je vous renvoie à beaucoup d'écrits maintenant qui circulent, dont certaines je ne suis pas d'ailleurs étranger. C'est vraiment dommage. Donc, attendez, je crois que ce que je vais dire, donc il y a un phénomène qui est l'État, c'est donc l'État qui ne donne pas les mêmes droits à tous, qui ne reconnaît pas l'égalité des chances à tous, qui fait la discrimination sur le plan culturel, sur le plan linguistique, etc., sur le plan scolaire, sur le plan administratif et économique. Donc voilà le fond du problème. Il ne faut pas dire que les populations s'entendent, mais ce sont en quelque sorte les politiques. Voilà. N'est-ce pas, nous sommes dans l'émission Politis. Oui. Ce sont donc les politiques qui inventent des problèmes. Non, il y a de réels problèmes de cohabitation aujourd'hui. Moi, je suis bien placé pour vous le dire. Tout à l'heure, quand on discutait, j'ai mon ami Ahmed Miski qui est passé dans une émission avant moi. Nous avons cohabité, nous avons combattu le colonialisme ensemble. Voilà. Depuis 1954. Nous avons accédé à l'indépendance, avec d'autres d'ailleurs. Nous avons accédé à l'indépendance. Nous voulions un État commun, un État unique, un État juste, un État indépendant, un État libre, un État démocratique. Bon, mais en réalité, ce n'est pas un problème d'ailleurs pour élargir notre débat, un problème uniquement mauritanien. Aujourd'hui, il y a un problème de cohabitation des composantes nationales de beaucoup de pays africains. Vous voyez de quoi je veux parler. Il y a même des armes qui parlent. Je ne parle pas seulement du phénomène du Nord Mali. Je veux parler aussi du problème des Selaka et des Anti-Balaka. En Centrafrique, et ainsi de suite. Pour rester dans cette zone-là. Donc, pour rester dans notre pays, en réalité, si l'État n'est pas un État de droit, qui reconnaît l'égalité des chances pour tout le monde, l'égalité de l'ensemble des communautés, c'est là où les problèmes commencent à se poser. Donc, ce n'est pas une invention des politiciens. Pas du tout. Bien sûr, les politiciens sont face à ces problèmes. Quelles solutions ils avancent pour ces problèmes? Peut-être certains politiciens les ont exagérés. Je ne dis pas les politiciens. Trop d'ailleurs. Je ne dis pas les politiciens actuels. Ce n'est pas pour m'excuser mes collègues qui m'écoutent et qui me regardent. Certains courants de pensée politique ont effectivement exagéré les problèmes de la cohabitation. En tirant un peu trop fort le nationalisme arabe. Je ne parle pas de l'arabe depuis la domination des Berbères, pas les Arabes, parce que ça aussi c'est un autre problème. Donc le grand problème c'est la place de l'arabe, la place des langues nationales, la place du français pour le fonctionnement de ce pays, pour l'administration de ce pays et pour l'ouverture de ce pays au monde, à la sous-région, etc. Donc ce problème-là se pose effectivement depuis quelques années. Certains courants particularistes, soit nationalistes négro-africains, soit bassistes, soit nasseristes, etc., ont beaucoup tiré sur la ficelle. Et je crois que c'est actuellement les partis politiques actuels qui ont compris que d'une certaine manière, il faut revenir sur tout cela. Il faut dire aussi que l'histoire est là. Feu Mokhtar Ould-Daddah, paix à son âme, que j'admire beaucoup sur d'autres plans. Il a beaucoup trop tiré sur l'arabisation. Et nous, en 1966 déjà, nous avons tiré la sonnette d'alarme. On a dit attention, il ne faut pas arriver à l'exclusion des négro-mauritaniens de l'administration et de l'appareil de l'État. Si vous allez aujourd'hui dans les bureaux, quels qu'ils soient, que ce soit l'administration générale, l'administration territoriale, les services techniques, etc., que vous alliez dans les forces armées de sécurité, il y a des problèmes parce que les négro-africains de plus en plus sont exclus, sont marginalisés, etc., de manière très visible, disons trop visible. Comment régler ce problème? Ce n'est pas un petit problème, je suis d'accord avec vous. Il faut s'asseoir, il faut en discuter, il faut remettre des choses en cause, il faut mettre certains intérêts en cause, parce qu'il y a des intérêts qui sont liés à tout cela, mais l'intérêt de la Mauritanie doit être placé au-dessus de tout ça. Donc voilà où... Certainement, nous aurons l'occasion d'y revenir un tout petit peu sur ces questions très importantes. Mais d'abord, vous n'avez pas répondu à ma question, M. Laïdi Traoré.
D'une certaine manière, oui. Oui, mais enfin répéter là, je vais aller plus à fond peut-être. Voilà, on y va. Oui, allez-y. Ouais. Quelle analyse faites-vous aujourd'hui de la situation politique aujourd'hui, actuellement? L'analyse que j'ai d'une manière générale. D'une manière générale, d'une manière globale. Je crois que c'est, d'une manière générale, un climat général de désarroi. Dommage. De mécontentement. De division. De crise économique et sociale. En raison du chômage de certaines catégories de la population, en raison du chômage des jeunes, qui vont, comme vous savez, tous les jours manifester devant le palais de la République, et même avec des tentatives de s'immoler. Donc je crois qu'il y a une crise politique générale, il y a une crise économique générale. La crise politique, c'est quoi? On vient de sortir d'un processus électoral dans lequel même pas la moitié de la classe politique n'a participé. Et même cette partie de la classe politique de l'opposition qui a participé n'a pas voulu participer aux élections présidentielles parce que les règles du jeu sont faussées. Et ça, je crois que quand les règles du jeu sont faussées, il faut revoir tout ça. Ça, c'est l'aspect politique, l'aspect culturel, l'aspect scolaire, l'aspect communication. Vous savez, je vous remercie beaucoup de donner cette opportunité aux partis politiques, notamment aux miens, de poser ces questions de manière franche et directe. Et vraiment, je pense que je voudrais être le plus direct et le plus franc possible ce soir, parce que je suis un vieux militant politique. Je ne triche pas avec mon opinion. Je n'ai jamais triché avec mes sentiments et mon opinion. Je dis très franchement les choses telles qu'elles sont. Donc, il y a ce problème de division, ce problème d'opposition, disons, frontale entre l'opposition démocratique et le pouvoir. Parce que la démocratie, vous avez mis politique, je vous remercie beaucoup de revenir aux terminologies anciennes, parce que moi je suis un classique, j'aime bien cela. Mais la démocratie, c'est d'abord le dialogue. Depuis le temps des temps, si on parle de démocratie, c'est qu'on parle aussi de dialogue, on parle de débat sur l'agora, sur la place publique, etc., etc., et dans les réunions circonstanciées pour pouvoir résoudre les problèmes qui se posent à la société. Or, le grand problème aujourd'hui, c'est l'absence de dialogue entre l'opposition d'un côté et le pouvoir du président Mohamed Abdel Aziz et, disons, sa majorité, entre guillemets. Donc voilà le grand problème aujourd'hui politique, sans compter les problèmes. On est à la veille de la rentrée scolaire. J'ai suivi les résultats du dernier Conseil des ministres. Où ils sont revenus sur un certain nombre de problèmes. Le rappel de tous les enseignants à leur ministère d'origine. Parce qu'au fond, un des problèmes fondamentaux de nos pays et de la Mauritanie, c'est l'école. Il n'y a plus de maîtres dans l'école. Peut-être parce que l'école nourrit mal son homme, mais tous les maîtres et tous les bons maîtres, professeurs, instituteurs, etc., sont partis de l'école et sont partis ailleurs pour devenir des consultants, pour devenir des conseillers, pour devenir des directeurs. L'autre et laisser les écoles vides. Je pense que ça, c'est déjà un premier point qu'on a commencé à toucher, mais ce n'est pas tout. Il faut aller à la réforme de l'enseignement. Les problèmes de fond, c'est la réforme de l'enseignement, la réforme de l'administration, le débat sur les questions de fond. Voilà ce qui manque aujourd'hui. Donc, je crois que si je devais décrire globalement, ce serait un peu triste. Et je vais souligner certains points sensibles que tout le monde évoque aujourd'hui. Moi, j'ai travaillé à la Sonimex. Sonimex est en train de disparaître. Or, Sonimex avait été créé à son origine pour la régulation des prix de base. Le riz, le sucre, le thé, les tissus populaires, etc. et d'autres produits de base, etc. Et Sonimex a joué un grand rôle. Mais l'ensemble des établissements publics dont Sonimex est en train de disparaître. Moi, j'ai été directeur général de Pharmaline, Office national de pharmacie. Qu'est-ce qu'il y a de plus coûteux aujourd'hui que le médicament? Le médicament est inabordable pour les pauvres.
On a créé la CAMEC, c'est vrai. Donc, il y a des problèmes de santé, il y a des problèmes scolaires, il y a des problèmes d'emploi, il y a des problèmes agricoles. Ce n'est pas vrai. Cette année, l'hivernage est bon. Il a beaucoup plu sur la Mauritanie. Mais les paysans n'ont pas de moyens. C'est au dernier conseil des ministres, la veille du dernier conseil des ministres, que j'ai vu que Tadamoun pose son problème de barrage et de retenue d'eau dans certaines zones, etc. Quand l'hivernage est terminé, on pense au... C'est-à-dire qu'en réalité, au fond, je crois qu'on ne prend pas très à main, bien à main, très à cœur, les problèmes fondamentaux du peuple mauritanien. Or, les barrages, c'est fondamental. Un barrage, c'est l'agriculture, c'est l'élevage, c'est l'économie de l'eau, c'est la protection de l'environnement, etc., etc. C'est la protection du minimum de ressources naturelles qui nous restent sur cette terre de Mauritanie, qui est une terre en voie de désertification permanente, etc. Et depuis longtemps, bien sûr. Mais en réalité, on ne prend pas bien en main et à temps nos problèmes. Les problèmes fonciers, les problèmes agricoles, vous vous rendez compte. Vous vous rendez compte. Je prends un problème que vous connaissez, peut-être que vous êtes de l'Inchiri. Votre côte là, la côte atlantique, chez nos parents, Imragen. Mais les Imragen n'ont rien. On ne les aide en rien pour produire, pour leur activité. Ils n'ont pas d'école. Ils n'ont pas de centre de santé. Il faut aller jusqu'à Nouadhibou. Ils n'ont pas d'eau potable. On leur amène l'eau potable à partir de Benichad. Donc, en réalité, voilà les problèmes. Il n'y a pas de formation. Or, effectivement, les Imaraguens connaissaient une certaine pêche traditionnelle. Mais la pêche moderne aujourd'hui, productive, industrielle, etc., il faudrait former les gens qui sont dans le secteur pour qu'ils puissent tirer le maximum de profit pour eux-mêmes et pour le pays de leur activité. Donc, en réalité, sur le plan politique, sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan de l'emploi, etc., rien ne va. On ne prend rien au sérieux. Donc, ces états généraux, nous demandons les états généraux, nous demandons à ce qu'il y ait un véritable dialogue pour qu'on répertorie en patriotes et entre patriotes les problèmes brûlants de ce pays et les priorités pour pouvoir y faire face. Très bien. Passons maintenant à la seconde question. La Convention pour l'alternance pacifique, la CAP, n'a pas réussi à adopter une position commune lors de la présidentielle de juin dernier. Est-ce le commencement de la fin? Est-ce que vous avez lu le dernier communiqué de la CAP? Si, je reviendrai. Ah. Au moins, il y a un communiqué commun de la CAP. Je crois que, M. Sidahmed, si on veut parler de l'opposition, il faut parler de l'opposition en général. Moi qui vous parle, je dis que je suis membre fondateur du FLUC. Non, mais là... Attention, je suis membre fondateur du FLUC. Je le sais. Mais ce sont mes amis qui sont à la côte, qui sont FNDU, qui sont etc., etc. Pourquoi nous ne sommes pas ensemble? Donc, notre opposition... C'est ça la question. Pourquoi vous n'êtes pas ensemble? Attends, notre opposition a une histoire. Ce n'est pas la CAP seulement. La CAP est membre fondateur de la CODE. Pourquoi la CAP a quitté la CODE? Voilà une question d'actualité brûlante et proche. Mais si on va plus loin, pourquoi l'opposition s'est ficelée, etc. Parce qu'en réalité, tous les partis politiques, et c'est peut-être un peu naturel, ont des projets de société différents. Il y a d'autres enjeux, peut-être, vous me direz, mais il y a des projets de société différents. En tout cas, nous, à APP, pour revenir à APP, nous avons des questions fondamentales, unité nationale, lutte contre l'esclavage, contre l'injustice, et pour asseoir une véritable démocratie. Dans le cadre de la CAP, nous étions entendus sur un minimum, aller aux élections, discuter avec le pouvoir. En 2011, nous avons discuté à fond. Nous avons adopté un certain nombre de textes, un certain nombre de réformes. Nous avons mis en place une CENI, parmi lesquelles, moi j'ai beaucoup d'amis, personnellement. Vous avez dénoncé plus tard. Mais attendez, mais le problème n'est pas personnel. Monsieur le président, M. Boulkhair, il n'a caché à personne qu'il a été parmi ceux qui ont choisi le président de la CENI. Mais il ne s'agit pas que des institutions soient mises en place seulement. Il faut que ces institutions fonctionnent d'elles-mêmes. Il faut aussi qu'elles aient les moyens de fonctionner et pour pouvoir atteindre leur objectif. Or, malheureusement, la CENI, a décidé, M. Boulkhair, la CENI
La CENI, c'est pas, monsieur le président, seulement la CENI. La CENI nous a déçus en tant qu'opposition. Ce n'est pas monsieur le président seulement. Les gens de la Côte qui n'ont pas participé, même pas au débat, eux aussi, ils ont leur idée de la CENI. C'est-à-dire que la CENI, les élections dont le fichier électoral est basé sur l'enrôlement, cet enrôlement même pose problème. Et ensuite, on a fait le Ravel dans des périodes où on ne pouvait pas atteindre les paysans. Quand on va chez les paysans de l'Aftout, ou du Guidimaka, ou de l'Adrar, peut-être l'Adrar il pleut un peu moins, au mois de septembre, au mois d'août, pour leur dire de venir faire le Ravel, c'est la période vitale pour eux. La circulation est difficile, les centres qu'ils ont créés sont inaccessibles, et les gens, disons, ont d'autres priorités vitales qui s'appellent leur agriculture, etc., leurs champs, etc. Donc, en réalité, les élections se sont passées dans des conditions que nous n'avons pas appréciées, que nous avons appréciées de manière négative et nous les avons dénoncées pied à pied. Pratiquement tous les jours, on allait à la CENI, nous, avec nos remarques écrites et qu'on portait devant l'opinion nationale et même internationale pour dire que ça ne va pas. Si nous allons de ce pas-là, ces élections vers lesquelles nous nous acheminons n'aboutiront pas à grand-chose. Effectivement, c'est ce qui est arrivé. Les élections ont donné ce qu'elles ont donné. Et en plus, d'ailleurs, certains détachements, certains démembrements, je ne dis pas toute la CENI, certains démembrements de la CENI ont pris APP et son président comme cible, parce qu'on les a beaucoup critiqués, etc., etc. On les a critiqués parce que c'est notre devoir, c'est notre droit de critiquer une institution publique comme la CENI, qui est chargée d'organiser les élections, les choses les plus sensibles en démocratie. Et si ces élections ne sont pas bien organisées, c'est normal qu'on les critique. Donc, pour revenir à la CAP, à votre question, je pense que l'opposition, d'une manière générale, se retrouve sur certains points et diverge sur l'autre. Par exemple, nos amis de la Côte ne voulaient pas de participation au dialogue avec le pouvoir en 2011. Ils étaient pour le Rahan. Ils étaient un peu comme ce qui se passait dans le monde arabe ou en Tunisie, etc. La chute des régimes par la confrontation. Nous avons dit non. Nous ne sommes pas pour cette voie. Nous sommes pour la voie du dialogue, par la voie des élections libres, transparentes et justes, pour pouvoir faire les changements. Parce que, vous voyez ce qui se passe dans les pays où il y a eu ces événements-là. Il n'y a rien à envier à ce qui se passe même à la Tunisie, qui nous a dévancé sur beaucoup de points, sur la démocratie, encore moins en Libye, encore moins en Égypte, etc., etc. Je ne cite pas d'autres pays arabes. Par conséquent, nous avons dit qu'il faut aller aux élections. Nos amis n'ont pas voulu aller aux élections, nous sommes allés aux élections. Mais quand nous avons été aux élections, au vu des résultats, nous avons dit non. D'abord, il y a une bonne partie de la classe politique qui n'a pas participé aux élections. Continuer à aller dans un processus démocratique comme ça, c'est en quelque sorte, au fond, bafouer la démocratie. Nous ne sommes pas pour le bafouement de la démocratie. Il faut savoir raison garder. Nous avons réfléchi. Nous avons dit stop là. Allons-y en dialogue. On a amorcé un dialogue avant les élections présidentielles qui ont échoué. Mais après l'échec de ces élections, on a dit nous ne partons pas aux élections présidentielles dans ces conditions-là. Il faut un minimum de conditions pour qu'on puisse participer aux élections présidentielles. D'autres partis ont participé, nous n'avons pas participé. William a participé, nous n'avons pas participé. Avec Sawab. Voilà. Sawab. Bien, monsieur le secrétaire général, comment expliquez-vous que l'APP, qui a soutenu la candidature du président Sidi Ould Cheikh Abdoulaye et cautionné par la suite son renversement, est en train de prendre ses distances du gouvernement actuel? Votre question m'étonne. Ça, c'est une question qui m'étonne. Depuis quand nous avons cautionné le renversement du président Sidi Mohamed Ould Cheikh Abdallah? Pas du tout. Vous savez, si nous avons déploré quelque chose, et ça, l'histoire est là, je pourrais vous amener des écrits datés. C'est le lendemain du renversement de Sidi Ould Cheikh Abdallah qu'au siège de l'APP, nous avons créé le Front National pour la défense de la démocratie. Et nous nous sommes battus contre le coup d'État, jusqu'au bout, jusqu'aux accords de Dakar, jusqu'après les accords de Dakar. Mais nous avons dit, à un moment donné, il y avait effectivement une confrontation qui s'est dessinée. Nous avons été de ceux, effectivement,
je ne le nie pas, qui avons demandé à Sidou Chabdallah, entre parenthèses, qui est un ami personnel et un collègue de travail, parce que nous avons travaillé 2 ans ensemble au ministère du Plan, et que j'aime beaucoup, que j'estime beaucoup, qui est un garçon extraordinaire, d'intelligence, de justice, d'équité et de droiture. Ce monsieur-là, nous ne pouvons pas le soutenir, le connaissant tel qu'il est, et puis après, aller soutenir le coup d'État contre lui. Nous n'avons jamais soutenu le coup d'État contre Sidou Chabdallah. Alors, ce que les gens nous reprochent, c'est qu'à un moment donné, pour décrisper la situation, Voilà. je dis bien pour décrisper la situation, nous avons dit attention. Ould Abdelaziz, au terme des textes de l'unité africaine, n'a pas le droit, ayant fait un coup d'État, de se représenter aux élections présidentielles. Mais, comme il y a un tiraillement, nous demandons à ce qu'on revienne formellement et symboliquement au régime, la situation constitutionnelle, mais que Sidou Chabdallah accepte de ne pas se représenter aux élections présidentielles. C'est là où on dit souvent, nous avons dit, mais nous n'avons pas soutenu Aziz. Nous nous sommes présentés contre Aziz jusqu'au bout. Absolument. Et je dois dire d'ailleurs, sur cette table, et beaucoup de gens en sont témoins, il y a eu un débat au sein de l'APP, quand Sidi a été renversé, que M. Soudé restait président de l'Assemblée nationale, il voulait démissionner de l'Assemblée nationale. Nous avons dit non. L'Assemblée nationale, ce n'est pas la chose du gouvernement en place. C'est une institution indépendante, comme vous le savez, Monsieur le Président. Vous êtes un grand juriste, un grand administratif. Restez à votre place. Nous allons utiliser l'Assemblée nationale comme un tremplin de lutte politique pour la démocratie. Voilà ce que nous avons fait. Nous n'avons pas soutenu Ould Abdelaziz contre Ould Abdelaziz. Bon, nous avons beaucoup d'adversaires politiques. Ça, c'est sûr. Qui nous disent beaucoup de choses. Pas du tout. Nous sommes des gens, sur ce plan-là, patriotes, moraux, parce que la politique sans la morale aussi, on ne va pas très loin avec ça. Donc nous sommes très loin d'avoir soutenu ici, de près ou de loin, Ould Abdelaziz, et encore moins contre Sidou Chabdallah. Et là, vous commencez à prendre des distances du gouvernement actuel. Mais est-ce que... Qu'est-ce À un que vous moment appelez... donné, attendez, qu'est-ce que vous appelez prendre des distances? C'est-à-dire, à un moment donné, vous étiez là, vous avez dialogué avec le président Aziz, alors que vos collègues de la CODE... Qui de la CODE? La CODE. L'IFD, Tawassoul, l'IFP, assez de partis, une dizaine de partis. Oui. Mais vous êtes parti. Non, mais ça, attention, ne nous trompons pas de date. Il y a 2011, il y a 2013. Vous savez, en politique, le temps file vite. C'est en 2011 que nous nous sommes séparés de ces gens-là. On a quitté la CODE, dont nous sommes membres fondateurs. Boyguel était le premier président de la CODE. Les premières réunions de la CODE se sont tenues chez lui. Mais c'est quand les autres voulaient le Rahal et qu'ils ne voulaient pas participer aux élections, on a dit non, ce n'est pas notre ligne. Nous avons quitté, nous, pour aller créer la CAP, pour l'alternance pacifique. Donc ça, c'est une période. Après maintenant, 2013, après les premières élections municipales et législatives, au fond, nous nous sommes retenus. Comme d'autres gens qui avaient quitté la CODE d'ailleurs, pour venir participer aux élections, je vais parler de Tawassoul, se sont retenus aussi, ils n'ont pas voulu participer aux élections présidentielles. Donc je crois qu'il ne faut pas... au fond, la politique c'est quoi? C'est l'analyse concrète d'une situation concrète. Nous, après les élections municipales et législatives, nous avons vu qu'il n'y avait plus aucune raison de participer aux élections présidentielles. C'est ça la réalité. Bon, nos amis de Wiam ont pensé autrement. Ils ont participé. Oui. C'est leur droit. Bien. Actuellement, la CAP est en train de renégocier, de s'asseoir autour d'une table pour dialoguer aussi. Bon, là, est-ce que vous avez le dernier appel de la CAP là? Le dernier appel de la CAP est clair. J'ai eu le malheur de ne pas amener. Nous avons demandé, comme on l'avait déjà demandé en 2011, dans le document du président M. Bourkher, la Mauritanie d'abord, nous avons demandé à l'ensemble de la classe politique au dialogue. C'est ça, dans le dernier appel de la CAP, nous avons à nouveau demandé à ce que l'ensemble de la classe politique, le pouvoir et l'ensemble de l'opposition, la CAP,
le FNDI, en plus de la société civile, des personnalités indépendantes, etc., etc. Parce que la démocratie, ce n'est pas le monopole des partis politiques. Ça, nous en sommes convaincus. Depuis 2011, APP donne l'exemple qu'il faut intégrer la société civile dans le jeu démocratique, dans la recherche des solutions justes pour le peuple mauritanien. Ce n'est pas le monopole des partis politiques seulement. Les syndicats aussi ont leur rôle à jouer là-dedans. Et ça, nous avons appelé tout ce monde dans notre dernier appel de la CAP, que vous n'avez pas sous les yeux, malheureusement moi non plus. J'aurais voulu l'avoir sous les yeux pour la lire. On a appelé le pouvoir du président Abdelaziz et l'ensemble de la classe politique de la Mauritanie de s'asseoir enfin autour d'une table, de se pencher sur les problèmes que je viens d'évoquer tout à l'heure, qui sont d'ordre politique, économique, culturel, sociaux et nationaux, et en particulier le problème de la solution de l'esclavage et de la cohabitation. Ça, je crois que ça, notre appel est très clair. Avez-vous reçu des feedbacks de la part de ces partis? Je ne sais pas. Vous suivez comme moi l'actualité politique. Le président Horma, je suis très heureux de dire que c'est le premier, parce qu'il a dit qu'il était en vacances, vacances politiques. C'est le premier qui est venu pour se prononcer et qui a fait allusion expressément. Cheikh Al-Horma ou Horma de Sawab? Non, 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 Cheikh Al-Horma, c'est le Horma du parti Temam. C'est Temam. Bon, c'est le président du parti Temam a appelé au dialogue, et dans le même esprit d'ailleurs, pratiquement le citant, dans le même esprit que la CAP. Donc nous pensons que la classe politique, et je vous remercie de nous faire parler à la veille de la rentrée de ces vacances politiques, nous pensons qu'avec la rentrée, l'arrivée de tout le monde, etc., sur la scène politique, les gens vont se prononcer positivement, nous le souhaitons, et nous le pensons d'ailleurs, parce qu'il n'y a pas d'autre solution. Le FNDI, vous savez, avant d'aller en vacances, avait appelé au dialogue. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Je ne pense pas que quand ils viendront, il y a suffisamment de raisons aujourd'hui d'aller au dialogue qu'avant. Très bien. Quelle est la vision de votre parti sur le dénouement de la situation de blocage politique actuel? Non, nous n'avons pas de vision particulière. Nous pensons que nous sommes un acteur majeur, dynamique et écouté par les uns et par les autres, par la société civile, un acteur qui est à l'écoute aussi des préoccupations du peuple mauritanien, de ses problèmes, etc. Donc nous pensons que notre appel sera entendu, sera écouté. Nous sommes en général sur ce plan-là fermes et clairs, parce que les peuples mauritaniens demandent qu'à aller dans le sens de la justice et de l'égalité, de la solution de ces problèmes qui les préoccupent rapidement, plus rapidement possible. Il ne faut pas perdre le temps. Une perte de temps dans la situation actuelle est très grave, parce que la situation est sérieuse. Donc c'est ce que nous pensons. Donc nous ne sommes ni outre mesure pessimistes, ni ultra optimistes. Nous sommes réalistes. Nous appelons un dialogue serein, réaliste et rapide pour régler ces problèmes-là qui se posent au peuple mauritanien. Espérons que vous seriez entendu. Que pensez-vous de la position de l'UFP, en particulier concernant un dialogue fondé sur le recommencement des élections? Écoutez, quand on va au dialogue, avec la moitié de la classe politique, comme je l'ai déjà dit, qui n'a participé à aucune élection, n'est-ce pas? On ne peut pas penser que ces gens ne demandent pas qu'à terme, qu'on arrête un agenda politique et électoral et qu'on revienne sur ces élections. APP n'est pas contre cela. Ce n'est pas seulement qu'ils l'ont dit. Entre parenthèses, APP n'est pas contre, c'est l'ensemble de la classe politique s'entend pour qu'on revienne sur des élections, sur des conditions de transparence, d'équité et de justice, et que l'ensemble est inclusif, des élections inclusives, auxquelles participe l'ensemble de la classe politique. APP est parfaitement d'accord. Donc nous ne sommes pas contre ce point de vue de l'UFP. Au contraire, nous l'avons dit depuis longtemps. Nous sommes pour la reprise des dialogues. Nous avons participé aux dialogues qui n'ont pas avancé, qui n'ont pas abouti.
Mais ces dialogues-là, au cours de ces dialogues, nous avons fait les propositions concrètes suivantes. Dialogue, consensus, agenda réaliste. On ne gêne pas le gouvernement dans son rôle régalien de se baser sur les délais constitutionnels et de fixer son agenda des élections présidentielles. On n'était pas contre cela. Mais on pense que cela n'est pas une raison pour mettre à l'eau l'ensemble du processus de dialogue. Il y avait d'autres questions aussi importantes. Donc voilà. Et même si on s'entend sur un délai, si l'ensemble de la classe politique d'un pays, majorité et minorité, se mettent d'accord, on peut même revenir sur les dispositions constitutionnelles et reculer le délai des élections présidentielles tel que c'était envisagé. Parce que c'était de ça qui était l'objet de la rupture. Et je suis content de dire ce soir, autour de cette table, et j'espère qu'il est franc, qu'il est sincère, le président actuel de l'UPR, qui était un de ceux qui avait en quelque sorte œuvré à l'échec du dialogue avant les élections présidentielles, vient d'appeler au dialogue. C'est vrai ou c'est pas vrai? Absolument. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui appellent au dialogue. Mais où est le problème? Chaque parti et tout le monde est prêt pour un dialogue. Pourquoi le dialogue ne voit pas le jour? Moi, je pense que là... Aussi bien le pouvoir en place que les positions... Non, il ne faut pas lancer la balle comme ça. Aussi bien. Non, L'UPR, je pense que... ouvre les bras pour un dialogue. En tout cas, bon, je crois que c'est la question à poser L'opposition au radicale, dernier décideur en dernier ressort. Le dernier décideur en dernier ressort en politique actuellement, c'est le président Mohamed Ould Abdelaziz. Si nous appelons au dialogue, le président de l'UPR appelle le dialogue. D'autres sont pour le dialogue. Le dialogue doit commencer. Voilà. Quand est-ce qu'il doit commencer? Et pourquoi il ne commence pas demain? Non, c'est une question posée. Voilà. Ce n'est pas une question à me poser à moi. Il faut le poser à qui le droit. Donc, ne pensez-vous pas que le recul du nationalisme arabe, depuis votre fusion avec l'APP, la naissance du parti Moustaqbel, l'apparition de l'IRA, ont, paraît-il, largement affaibli l'APP? Comment? Qu'est-ce que vous appelez le recul du nationalisme arabe? Bon, écoutez, il y a un recul. Vous avez posé beaucoup de questions là. Il y a l'IRA, il y a Moustaqbel. Ça, c'est des questions importantes. Moustaqbel faisait partie de l'APP. Le recul. Le nationalisme arabe, vous êtes avec des Nassériens. Oui. Et voilà. Donc il y a un recul du nationalisme arabe. Il y a le Moustaqbel, une partie de votre parti qui a quitté l'APP. Ah bon, mais donc cela n'affaiblit pas votre parti? Quand nous, depuis 2003, je dis bien 2003, après la dissolution de l'AC, nous avons choisi sur la place politique de la Mauritanie le parti avec lequel nous avions quelques disons, accointances. Des points communs. Quelques points communs. Nous sommes allés dans le même parti, qui était un parti déjà fondé par les nationalistes. APP, c'est un parti qui est fondé par les nationalistes, tout le monde le sait. C'est pas pour rien que nous sommes partis dans ce parti. Parce que d'abord, les nationalistes, pendant les événements de 89, contrairement à ce que beaucoup de gens, ces nationalistes arabes-là, basses, nationalistes, qui sont avec nous dans APP, n'ont pris aucune part dans le mauvais traitement des négro-mauritaniens et des réfugiés, contrairement à certains autres qui étaient dans l'administration de Maouya ou de Ahmed Taya. Nous le savions, ils le savent. Et on avait d'autres points sur lesquels nous étions d'accord. Ils sont contre l'esclavage, ces nationalistes-là. Ils sont contre l'esclavage. Ils sont pour la démocratie. Ils sont pour l'unité nationale. Par conséquent, sur ces trois questions fondamentales, générales, stratégiques et, disons, ponctuelles, nous nous sommes retrouvés d'accord avec eux. Donc, qu'est-ce que vous appelez le recul du nationalisme? Parce qu'ils sont avec nous? Non, pas du tout. Que le nationalisme... non, ils ont leur conviction politique. Le nationalisme arabe, le nationalisme arabe. Le nationalisme arabe, c'est un facteur disons aussi de développement, c'est un facteur de démocratie. S'il n'y a pas de nationalisme arabe, vous pensez que le nationalisme arabe n'a que du négatif? Pas du tout. Non, et c'est moi, un négro-mauritanien, qui vous parle. Si on enlève l'aspect sectaire, sur le plan culturel, mais le nationalisme, moi j'étais un admirateur de Nasser. Dans ma jeunesse, dans les années 56-57, j'écoutais les émissions les émissions que j'écoutais le plus, c'était les émissions
de Nasser, de Jamal Abdel Nasser, de sa radiodiffusion. Donc il y a quelque chose de positif dans le nasserisme, dans ce pays, comme dans le monde. Monsieur Traoré, on n'est pas contre, mais je vous ai dit, il y a un recul, bien entendu, de tous ces mouvements, que ce soit basiste, que ce soit nasseriste. Écoutez, il y a eu la naissance de quelques partis, comme le Mustaqbal, nous avons dit, la renaissance de l'IRA. Mais ces trois facteurs n'ont pas diminué, si vous voulez, n'ont pas affaibli le parti APP. Monsieur Beilatou, je vais vous arrêter, vous apprendre peut-être quelque chose, ou quelque chose que vous faites semblant d'ignorer. Mais il y a un parti bassiste aujourd'hui en Mauritanie. Je n'en disconviens pas. Ah non. Qu'est-ce que vous appelez donc recul? Il y a un parti bassiste aujourd'hui en Mauritanie. Les bassistes se sont infiltrés dans beaucoup de structures, que ce soit civiles ou militaires, c'est connu ça. Par conséquent, on n'appelle pas ça le recul, au contraire. Peut-être qu'il y a un nouveau jeu des bassistes mauritaniens. Comme il y a un nouveau jeu des nasseristes mauritaniens qui sont alliés à d'autres négro-mauritaniens, à d'autres démocrates progressistes comme moi, à d'autres hartani anti-esclavagistes, etc., et patriotes, etc. Donc, ce n'est pas un recul, ça. Donc, il faut suivre ces choses-là et ne pas faciliter les choses. Maintenant, revenons aux choses. Le départ de nos amis, de nos anciens amis, de Mustaqbal. Et vous savez d'ailleurs que monsieur le président Mustaqbal, il vient de le limoger, Borbos. Mon ami syndicaliste Samori Oulbaï, président du Conseil national de Mustaqbal, il vient de limoger. Donc, il faut suivre l'évolution des problèmes qui ne sont pas simples. Je crois que, en dehors d'El Hor, que je respecte beaucoup, les Haratines aussi se cherchent. Les Haratines se cherchent. Moi, je n'ai rien personnellement contre Ira, contre Biram ou Labed, parce que nous avons appartenu tous les deux à SOS Esclaves, avant que lui, il ait créé son mouvement pour la résistance du mouvement anti-esclavagiste, etc. Donc nous avons tous cheminé ensemble, etc. Ces chemins sont compliqués. Il y a des divergences d'appréciation, des divergences peut-être aussi, disons, d'ambition personnelle, pour le dire. Mais en tout cas, moi je pense que le départ de Mustaqbal n'a pas affaibli l'APP, au contraire. Qu'est-ce qui s'est passé? Je vais le dire sur cette table aujourd'hui, parce que je n'ai pas l'habitude de dire les choses à moitié. Il y a une vision nationale de M. Doublekher qui pense que ce parti APP, c'est le parti des Arabes, le parti des Haratines, le parti des Négro-Mauritaniens, un parti démocratique national, etc. Mais malheureusement, certains Hartani, comme Mustaqbal, pensaient que d'abord, il faut que le parti, parce que c'est la majorité des Haratines qui sont dans l'APP, il faut que ce soit un parti à la disposition des Haratines seulement, à l'exclusion des autres. Monsieur l'a dit qu'il ne saurait en être question. Nous sommes en train de construire la démocratie en Mauritanie. Il faut que les Haratines luttent pour leur cause dans l'APP. Ils luttent pour l'éradication de l'esclavage, pour la démocratie, pour l'égalité de tous, pour la justice pour tous, et non pas transformer le parti en instrument au service de quelques Haratines. Voilà les raisons de notre séparation et de nos divergences. Bon, je pense que ces divergences sont connues d'autres rebondissements que j'ignore en partie, mais que je suis. Parce que le Mustaqbal, bon, ce n'est pas notre futur à nous tous. Hein. C'est un futur, je ne sais pas, peut-être que d'autres comprendront et reviendront. D'ailleurs, entre parenthèses, il y a certains militants de Mustaqbal qui reviennent à APP. Ça, vous ne le savez peut-être pas. Si. Ils se sont divisés. Ils ont enlevé le ministre Borbos. Bon, certains ont compris que tout ça, c'est compliqué en très peu de temps. Ce n'est pas très consistant tout ça. Et il y a des gens qui ont commencé à réfléchir à nous revenir. Et pas parmi les moindres. Hein. Ceux qui écoutent Mustaqbal pour revenir à l'APP, ils sont nombreux. IRA. Je vais parler d'IRA. IRA, c'est un nouveau mouvement, Harati, qui veut l'éradication de l'esclavage,
qui lutte pour les droits de l'homme. Je pense, très sincèrement, je pense que Biram a quelque chose de... Je ne suis pas là pour le flatter, mais il a quand même quelque chose à son honneur. C'est l'homme qui a osé dire qu'il faut aller faire le pèlerinage d'Inal. Parce que le 28 novembre 1990, on a pendu 28 négro-mauritaniens militaires à Inal. Et ça, les gens le savent. Et ça, c'est un acte symbolique grave, négatif pour la Mauritanie, et qu'il faut aller rendre hommage à ces martyrs-là et saluer leur mémoire. Voilà un geste positif. Il y aura des hauts et des bas. Je crois que Biram cherche sa voie. La voie de la démocratie en Mauritanie, dans le contexte de notre petit pays de 4 millions d'habitants à peine, pour aller au changement radical, pour aller à la véritable démocratie. Moi, je ne jette la pierre à personne. APP ne jette la pierre à personne. Il faut que les gens soient sincères, qu'ils soient désintéressés et qu'ils servent un idéal. L'idéal de l'unité nationale, l'idéal de la justice, l'idéal de l'égalité et de la liberté. Ceux qui défendent ça. Moi, je pense qu'on peut avoir des divergences tactiques. Oui, mais M. Ladji, oui. Comment préserver l'unité nationale avec des discours sectaires de part et d'autre? En tout cas, le discours de l'APP n'est pas sectaire. Le discours de l'APP n'est pas sectaire. Au contraire, le discours de M. Messoud, je vais vous donner un cadeau. D'ailleurs, sa fameuse brochure que vous n'avez peut-être pas lue, où il disait en tête la Mauritanie d'abord, au-dessus de tout. Nous, à APP, on lutte pour l'unité nationale. On lutte contre l'esclavage. On lutte pour une démocratie, l'état de droit, pour l'égalité de droit et l'égalité des chances pour tous les Mauritaniens. Et pour éradiquer sérieusement les problèmes et non pas lancer des slogans. Nous sommes fatigués des slogans. Nous pensons que Tadamoun, moi, à la création de Tadamoun, moi, je me suis prononcé devant les antennes de la télévision nationale. J'ai dit que je ne crois pas qu'on va créer d'un côté Tadamoun et dire qu'en même temps, on va lutter contre la pauvreté en général. Non. Il faut créer une institution, comme on l'a déjà vu dans l'histoire, par exemple des États-Unis d'Amérique. Une institution qui est là pour la libération effective des esclaves, qui prend ensemble, en main, leurs préoccupations culturelles, spirituelles, économiques, morales, leur éducation au métier, etc., et qui leur donne des ressources dans un sens positif pour pouvoir avancer. Nous pensons que ça, il faut créer une institution de ce genre, et le plus tôt possible. Et là, nous sommes en divergence ni avec l'IRA, ni avec le Moustaqbal. Oui, mais est-ce que l'esclavage existe toujours en Mauritanie? Mais écoutez, est-ce que vous avez une définition, vous, de l'esclavage? Moi, je vais vous donner la mienne. Donnez-moi la vôtre. Moi, j'ai la mienne. Donnez-moi la vôtre. Ah, donnez la vôtre d'abord. Moi, je pose la question. Non, donnez la vôtre d'abord. Est-ce qu'il y a de l'esclavage en Mauritanie? D'abord, je suis content parce que je crois que le discours sur ce plan ne sera pas long, parce que vous savez que ça existe. Bon, de toute façon, pour moi, l'être humain. L'État reconnaît des séquelles de l'esclavage. L'être humain. Vous savez, moi, je le dis, et je le dis haut et fort sur les antennes de cette télévision ce soir, l'esclavage existe sous diverses formes dans toutes nos communautés, en particulier dans la communauté sonique. C'est-à-dire que des gens qui sont de naissance inférieurs aux autres, qui n'ont pas le droit, par exemple, de la propriété de la terre, qui n'ont pas le droit d'accéder à certaines fonctions honorifiques dans la société. Ça n'existe plus. Pardon. Je vais vous raconter quelque chose. Est-ce que vous saviez qu'un jour, dans ce pays, un régime a nommé quelqu'un qui n'était pas d'origine féodale à milieu soniqué, les gens ont levé le ton, il n'a fait que 60 jours de ministère, on l'a enlevé. Il fut ministre de la Santé. Il n'a été pas ministre de la Santé. Pas ministre de la Santé. Il a été ministre du Développement rural. Donc, en réalité, l'esclavage existe. L'inégalité absolue existe. Ah oui. Non, attendez. Il était à Zouarat. Les gens sont
dans l'inégalité de naissance. Ils n'ont pas le droit à quoi que ce soit. Ils n'ont que leur force de travail pour le mettre, pour leur mettre. Et je vais même aller plus loin. Les femmes esclaves n'ont même pas le droit de se marier quand leurs maîtres ne sont pas d'accord. Ça, c'est chez les Soninké, non? Non, chez les Arabes. C'est Chez les Arabes. Je ne veux pas dire dans quelle tribu, mais chez les Arabes, et je l'ai vécu ça, parce que je connais bien ma Mauritanie. J'ai vécu aussi bien à Wanata, Tichit, qu'à Ogilimaka et dans l'Inchiri. Et je sais qu'il y a des endroits où les femmes esclaves sont à la disposition du maître. Voilà, on m'a fait signe, monsieur le secrétaire général, qu'on est... quel bilan, enfin, monsieur Ladi Traoré, fait-il du combat politique de l'APP? Le combat politique de l'APP, le combat politique de l'APP continue. Je n'ai pas fait le bilan du combat parce que le combat, si je vais faire un bilan, c'est un bilan de parcours. Je vais faire peut-être une appréciation, disons, partielle du combat de l'APP. APP a rapproché nos communautés dans le même parti. APP a gagné une loi fondamentale du temps où il a fait le gouvernement commun avec Sidi Boucher Abdallah, que le président Messoud était président de l'Assemblée nationale, la loi pour l'éradication des séquelles d'esclavage en Mauritanie. L'éradication. Et ça, c'est une loi fondamentale qu'on n'avait même pas encore appliquée. Donc, sur le plan juridique, sur le plan politique, sur le plan de l'unité nationale, nous avons rapproché les communautés. Aujourd'hui, quand tu vas dans un meeting de l'APP, que ce soit à Selivabi ou à Nouakchott, tu as beaucoup plus de Haratim que tout le monde, mais tu trouveras des Wolof, tu trouveras des Halpoura, tu trouveras des Arabes blancs, etc. Tu trouveras tout le monde. Oui. Monsieur le secrétaire général, je vous en quoi le combat du forum, sinon, où en êtes-vous du Forum national pour la démocratie et l'unité? Le FNDU, nous pensons que c'est des gens avec qui nous nous sommes tendus la main entre les deux avant les élections présidentielles. Un des grands dirigeants du FNDU a rendu visite au président Messoud pour le remercier de son attitude d'avoir boycotté les élections présidentielles. Et que depuis lors, nous sommes les uns et les autres à l'écoute parce que les vacances sont venues assez tôt, mais que nous allons nous retrouver d'une manière ou d'une autre, je dis bien d'une certaine manière, pour pouvoir continuer le combat politique ensemble pour instaurer la démocratie. Parce qu'on est tous d'accord que la voie maintenant, la meilleure, c'est le dialogue. Ça, je crois que ça, au moins aussi, ça a été une victoire de l'APP. Dialogue d'abord, pas une autre voie de violence. Avez-vous retenu une date l'affrontement. Avez-vous retenu une date pour le prochain, les prochaines assises de votre dialogue? Bon, la seule date que nous avons retenue, c'est d'ici un mois, nous tiendrons le congrès des femmes du parti, des jeunes du parti et du parti lui-même. Mais les assises du dialogue, ce n'est pas à nous seuls de définir. Quand nous allons nous mettre d'accord pour le principe du dialogue, l'agenda du dialogue sera arrêté de commun accord entre nous, entre le FNDU, avec le pouvoir, avec les partis qui ne sont pas, les pouvoirs qui ne sont nés dans cette mouvance-là, parce qu'il y a d'autres partis qui ne sont dans aucune mouvance aussi, qui sont totalement indépendants, mais qui sont quand même des acteurs politiques. Donc voilà, nous pensons que le dialogue, c'est la concertation, c'est l'entente. Oui. Dernièrement, que pensez-vous du dernier colloque scientifique organisé par le département des affaires islamiques sur l'éradication des séquelles de l'esclavage? Bon, je pense que, en réalité, la République islamique de Mauritanie, si nous voulons que la cause de l'esclavage avance, il faut que l'ensemble des acteurs, et les acteurs essentiels, que sont les imams, que sont les savants, parce qu'ils ont une influence sur la mentalité, sur la pensée, y compris les esclavagistes et les esclaves eux-mêmes. Je crois que cette rencontre, on ne peut que s'en féliciter, parce que ça a des échos, mais je pense qu'il faut aller très loin. Il faut que les imams prennent leur bâton de pèlerin, aillent de tribu en tribu, de campement en campement, pour ne pas dire d'Adouaba en Adouaba, pour convaincre tout le monde de la nécessité de ce changement
et de l'éradication de l'esclavage. Je pense qu'en Mauritanie, nous parlons beaucoup. Nous sommes un pays de poètes, un pays de gens qui discutent. Maintenant, il faut aller à l'action. Que ce soit pour les imams, que ce soit les politiques, il faut qu'on arrête le minimum de ce qu'il faut pour avancer et qu'on y aille concrètement et qu'on cesse de faire des résolutions, des textes, etc., des mémorandums, etc. Il faut y aller. Je crois qu'on doit se féliciter de cet événement historique, effectivement, qui a marqué l'opinion. Le département des affaires islamiques. Oui. Oui, tout à l'heure, un article très long de votre porte-parole, Othman Bidjel, s'est posé la question: l'exclusivisme, la marginalisation et le racisme sont-ils vraiment ce qui infeste le pays, ou c'est plutôt des visées communautaristes, particularistes et racistes, comme le prétend le président? Que lui répondez-vous? De toi à moi, le pays souffre de beaucoup de choses. Le racisme, c'est un très grave mal, surtout dans un pays musulman, de populations qui ont vécu des siècles ensemble, et qui sont tous métis. Il n'y a qu'à nous voir tous les deux sur la table. Donc, je crois que le communautarisme, c'est-à-dire l'exclusion des autres, à partir de considérations communautaires, est une chose catastrophique et qui peut être très grave. Mais je pense qu'il ne faut pas se jeter la pierre. Il y a des choses à condamner: le racisme, le particularisme, le communautarisme. C'est des choses négatives qu'il faut condamner. Mais je pense que ce à quoi vous faites allusion, de plus en plus dans ce pays, il y a un problème qu'on discute. Les Haratines sont seulement des Arabes, ou bien les Haratines constituent une entité à part, etc. Voilà un grand débat qu'on ne peut pas résoudre autour de cette table, qui est un débat politique, qui est un débat idéologique, un débat culturel qui a pris son temps. Et Haratine, c'est une composante, qu'on le veuille ou pas, historique de ce pays, qui a connu des origines ethniques, mais qui a aussi adopté une culture arabe. Une culture, c'est des Noirs, c'est des négros africains, mais aussi qui sont de culture arabe. Par conséquent, je pense qu'ils ont une entité, c'est à eux de se déterminer. Moi, je ne suis pas communautariste, mais je pense que ce problème des Haratines se pose. Il y a des gens qui disent qu'ils sont simplement arabes. Poser le problème en d'autres termes, c'est du communautarisme. Je ne pense pas. Ils ont quelque chose de différent des autres arabes, qu'il faut reconnaître aussi, ne serait-ce que leurs conditions sociales, leurs conditions économiques, etc., leur marginalisation, etc., particulière, comme d'ailleurs d'autres couches sociales de la Mauritanie, par exemple, d'autres castes. Les castes en Mauritanie sont aussi, bien qu'elles fassent partie dès l'origine, soit d'origine juive ou arabe ou berbère, mais elles sont aussi marginalisées en tant que caste, etc. Donc notre pays connaît beaucoup de formes d'exclusion sur lesquelles il faut revenir. Monsieur le secrétaire général Omar Festing Kileder, je suis vraiment honoré de vous recevoir ce soir sur ce plateau et je vous remercie. Chers téléspectatrices et téléspectateurs, c'est la fin de cette émission. Merci d'avoir suivi. Et merci à toute l'équipe technique. Au revoir. Au revoir.